Bien, chers amis, je voudrais d'abord remercier Loïc pour son invitation et puis Guillaume pour l'organisation et vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à entendre les débats qui se sont poursuivis cet après-midi et nous avons besoin de ces rencontres. Nous avons besoin de cette initiative où, sans partager tous les mêmes idées, nous cherchons ensemble les solutions. Les solutions dans une situation politique inédite en France, compliquée en Europe et bouleversante dans le monde. Et avec un rapport à la politique qui a considérablement changé ces dernières années. Alors c'est vrai que j'ai été intrigué par le titre qui a été choisi par Loïc, Le souffle breton. Et j'y ai vu comme effectivement une façon de me faire parler de la météorologie et de se dire s'il est capable de faire la pluie, il peut aussi faire le souffle. Mais je me suis interrogé aussi dans ce moment de tempête, est-ce qu'il faut mettre du vent encore pour basculer davantage dans le désordre? Et c'est toute la différence entre la tempête, celle qui brise, celle qui casse, et le souffle. Le souffle, c'est un mouvement, c'est une force, c'est ce qui permet d'aller dans la bonne direction. Sans souffle, c'est l'immobilisme, c'est comme le compromis. Le compromis et le souffle, c'est pareil. Le compromis, c'est nécessaire, c'est indispensable, et ça a été démontré. Indispensable si on veut d'abord réunir, rassembler ceux qui nous sont les plus proches. Ce n'est pas le plus simple. Le compromis, c'est indispensable pour convaincre pour gagner une élection, qu'elle soit locale ou qu'elle soit nationale. Et le compromis, c'est la seule condition pour exercer le pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours l'affirmation d'une volonté, le respect de promesses, mais aussi la confrontation avec une réalité qui quelquefois nous est hostile ou qui résiste à notre propre détermination. Le compromis, c'est donc indispensable, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est une attitude, ce n'est pas un projet. Ce qui va donc déterminer la force du compromis, c'est qu'il puisse être dynamique, qu'il puisse être emporté, qu'il puisse lui-même s'emparer d'idées et ensuite convaincre. Parler du compromis dans le monde tel qu'il est peut paraître finalement presque un idéal impossible. Et je voulais construire mon intervention non pas simplement pour parler du monde, mais pour voir ce qui se passe sur la planète va profondément changer le rapport à la politique, y compris ici en France. Il y a deux grandes ruptures dans le désordre mondial qui est sous nos yeux, deux grandes ruptures qui se sont opérées ces derniers mois et ces dernières années. La première, c'est le retour de la guerre. Cette guerre que nous ne voulions pas voir, cette guerre que nous avions pensé être celle du XXe siècle, cette guerre qui est brutalement revenue sur le continent européen, mais pas seulement sur le continent européen, si l'on songe à ce qui se produit en ce moment en Palestine, au Soudan, en République démocratique du Congo, le retour de la guerre. La guerre que nous avions déjà approchée. J'étais président de la République au moment où nous étions frappés par le terrorisme islamiste, qui n'a pas disparu. Donc c'est cette rupture-là qui est profonde et qui affecte les sociétés. Comment croire au progrès? Comment penser l'avenir? Comment imaginer la façon de vivre en commun si la guerre est possible? Si ce que nous avions refusé, enfoui, écarté, revient aujourd'hui dans notre actualité. Comment une génération peut-elle se construire si la guerre, en plus de ce qui se produit sur la planète, c'est-à-dire une prédation, si la guerre
est devenue une hypothèse, si même il faudrait se préparer à une économie de guerre, à une démocratie de guerre, sans que nous puissions aller jusque-là, c'est vrai que c'est une rupture profonde qui a été celle d'abord de l'invasion de l'Ukraine par les armées de Vladimir Poutine. Mais est arrivée une seconde rupture, celle la plus récente, qui est l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Parce que ce n'est plus le même Donald Trump, si sans doute c'est le même, mais ce n'est plus le même mandat que celui qu'il a exercé et qui avait vu simplement une politique républicaine brutale, injuste, violente même sur la question climatique. Mais aujourd'hui, cette rupture-là, elle est avec l'Europe et elle est avec l'idée même que nous partagions, c'est-à-dire la démocratie. Ce camp occidental qui, peut-être avec une forme d'hégémonie, avait entendu préparer le monde de demain, c'est-à-dire porter les valeurs du pluralisme, de la liberté, de l'expression autant qu'il est possible individuelle, mais dans un cadre collectif. Oui, c'est cet ensemble de valeurs qui constituait ce qu'on appelait l'Occident, eh bien, vient de se fissurer. Quand un président des États-Unis conçoit qu'il a plus de connivence avec un dictateur qu'avec un démocrate, quand un président des États-Unis ne respecte plus la séparation des pouvoirs, et quand un président des États-Unis, appuyé comme il l'est par des forces, j'ose plus dire de la finance, là on les connaît les visages, ils ne sont plus anonymes, ce sont des forces qui se sont maintenant constituées depuis des années et qui entendent rayonner par leur technologie, mais rayonner aussi par leur idéologie sur l'ensemble du monde et en particulier sur l'Europe. C'est une rupture quand on songe que l'Europe, peut-être avec innocence, avait pensé qu'elle serait toujours protégée par le parapluie américain, le bouclier nucléaire. Nous, peut-être parce que la tradition française, l'indépendance, la force de dissuasion nous mettait à l'abri d'une éventuelle déconvenue, mais pour beaucoup de pays européens, imaginez que les États-Unis ne sont plus là, que l'Amérique n'est plus présente sur le continent par ses forces et par ses missiles. Imaginez qu'elle puisse même se détacher et rentrer en négociation avec la menace principale, celle qui se situe plus à l'est. Imaginez ce que ça représente pour des Polonais, des Baltes et même pour des Allemands que de savoir que cette rupture, ce divorce-là est en train de se produire. Où est le compromis? Comment faire? Comment faire pour parler avec Vladimir Poutine alors qu'il ne respecte que la force? Comment faire pour parler avec Donald Trump alors qu'il ne respecte que l'argent? Et eux peuvent se parler, peuvent trouver des sujets de compromis, mais de compromis au détriment des autres, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se partage, les uns le territoire, les autres les richesses, les minerais, et que l'on s'organise à l'échelle du monde pour peser sur le destin des peuples. Voilà ce qui est en cours et qui, forcément, nous bouscule tous et qui conduit la politique à être au niveau qui est réclamé. Non pas que la gestion courante, la vie de nos compatriotes soit devenue secondaire, au contraire, mais que nous devons leur apporter des réponses et une vision de ce que peut être l'avenir. Sinon, c'est la noirceur, l'angoisse qui va saisir les peuples, et on sait comment elle peut conduire à des choix irrationnels. Alors la France, elle est bousculée parce qu'elle-même n'est pas dans une situation politique simple. L'instabilité s'est installée, alors même que ce qui faisait la force, parfois critiquée, de nos institutions, c'était leur stabilité. C'était qu'il y avait un président qui était élu et qui, même s'il n'avait pas de majorité, vivait en cohabitation. Là, on vit dans la confusion et qui n'est même pas le compromis et qui peut conduire à l'immobilisme. Et puis, une situation financière, économique que vous connaissez
qui ne nous rend pas nécessairement aussi libres que nous pourrions l'être dans nos choix. Et pourtant, ce n'est pas la France qui est la plus affectée par ce qui se produit, dès lors qu'elle a une capacité militaire, Bernard Cazeneuve a dû y revenir, qu'elle dispose de la force de dissuasion, qu'elle est un membre important du Conseil de sécurité et qu'elle a une influence dans le monde, même si elle s'est sans doute réduite, notamment en Afrique et au Proche-Orient. Mais c'est l'Europe qui est bouleversée. Elle est bouleversée parce que, économiquement, son modèle, qui était une forme de libre concurrence, de libre-échange, il est impacté par le fait que le protectionnisme va s'installer. Qu'aujourd'hui, nous ne parlons plus d'accords de libre-échange, nous parlons de droits de douane qui vont s'abattre sur l'Europe, qui s'abattent déjà sur le Canada, le Mexique, la Chine. Mais en l'occurrence, l'offensive, elle est dirigée contre l'Europe. Donc ce modèle où l'on pensait, là aussi, avec illusion, que l'échange, le commerce mondial donnait des prospérités possibles, nous devons vivre maintenant avec l'idée qu'il va falloir économiquement réviser notre modèle. Ensuite, nous sommes bouleversés, Européens, technologiquement. Quand nous voyons ces forces liées à Internet, à ces nouveaux moyens de communication, mais aussi à l'intelligence artificielle, s'abattre sur notre continent sans qu'on ait nécessairement nous-mêmes les outils, parce que nous ne les avons pas construits et parce que nous estimons qu'il faut les réguler quand les États-Unis, avec Elon Musk, veulent les abolir. Nous sommes contestés politiquement puisque nos idéaux démocratiques sont eux-mêmes moqués et qu'un vice-président des États-Unis peut même venir en Europe pour vanter l'extrême droite et même appeler à voter pour l'extrême droite. Et enfin, militairement, nous sommes défiés, puisqu'il va falloir maintenant construire nous-mêmes notre propre défense. Alors, souvent, c'est dans l'adversité que l'on se sent peut-être les meilleurs. C'est-à-dire que nous avons une double obligation, nous les Européens. La première obligation, c'est de nous défendre. De nous défendre à la fois contre un adversaire qui est de plus en plus agressif, Vladimir Poutine, et qui veut tout simplement, mais c'est déjà beaucoup, reconstituer les frontières de l'Union soviétique, sans l'idéologie communiste. Pour avoir eu ce privilège, grâce à vous d'ailleurs, d'avoir rencontré donc plusieurs fois Vladimir Poutine, j'ai relevé que ce n'était pas forcément le regret de l'Union soviétique qui l'inspirait. Je pense qu'il avait même un dégoût profond pour le communisme. Mais c'était la fin de la grandeur russe qui était pour lui la souffrance particulière qu'il exprimait. Et donc son ambition, elle n'est pas feinte, elle n'est pas cachée. Il veut retrouver ce qu'était l'Empire russe ou l'Union soviétique. D'où l'inquiétude, non seulement pour les Ukrainiens, qui n'en ont pas fini, mais pour les Moldaves, les pays baltes, de savoir qu'à un moment, ils peuvent être visés par cette prétention. Mais s'il n'a pas d'idéologie, il a aussi une autre intention. C'est de déstabiliser nos sociétés. Parce que lui non plus a une détestation, la même que d'autres, de la démocratie. Plusieurs fois, j'ai relevé ce que certains de ses propos induisaient, c'est-à-dire un mépris pour ce que nous sommes. Pour lui, les sociétés occidentales sont des sociétés décadentes, dépravées, ce qui ne veut pas dire qu'il est un comportement exemplaire, mais qui ne veulent plus se battre, qui n'ont plus de force intérieure, qui n'ont plus d'esprit patriotique, qui ne croient plus en Dieu, si tant est que lui-même ait cette foi-là. Et donc, il a, et grâce aussi à la technologie, de ce point de vue-là, il y a cette convergence d'action. Il intervient sur les réseaux sociaux, il a une capacité d'action diplomatique
par les réseaux sociaux. Si la France et les Occidentaux ont été chassés de l'Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup parce que les sociétés africaines ont été travaillées par les méthodes d'instrumentalisation et par les attaques russes. Qu'il y a aussi une volonté de nous affaiblir en permanence. Et donc, nous devons résister à ça. Et la résistance, ce n'est pas simplement de dénoncer, c'est de montrer un rapport de force. Ce n'est pas de faire la guerre, c'est de montrer que nous sommes fiers de nous. C'est ça le plus important. Nous avons en nous un esprit et une volonté qui est aussi grande, même plus grande que la sienne. Parce que nous avons la force de la démocratie. Parce que la faiblesse de tous ces régimes autoritaires, c'est d'opprimer leur peuple et d'écraser les opposants quand on ne les tue pas. Donc nous avons en nous, si nous y croyons, la seule foi qui compte, c'est celle que nous devons exprimer pour notre idéal commun, la démocratie, pour la liberté, pour le pluralisme, ce qui a fait d'ailleurs l'idée de la France, l'âme de la France. Ça, c'est la première obligation, de nous défendre et de résister à ces influences déstabilisatrices. Et puis, nous avons une autre obligation, c'est maintenant de pouvoir contrer un allié qui est de plus en plus menaçant, en l'occurrence les États-Unis, et qui veut, là aussi, nous mettre non pas dans une situation de vassalisation, mais dans une situation, finalement, de secondarisation, comme si l'Europe n'était plus le continent qui était celui qui portait les idées, qui innovait, qui avançait. Et donc, nous devons nous affirmer face à cet adversaire nouveau, Donald Trump, qui est aujourd'hui désinhibé. Comment faire pour avoir cette nouvelle donne au plan européen, sans doute en redéfinissant ce que peut être l'Europe de la défense, Bernard a dû y revenir, c'est-à-dire de savoir que ce ne sera pas dans l'Union à 27 que nous ferons cette défense européenne, mais à quelques pays, y compris ceux qui sont à l'extérieur des 27, notamment les Britanniques. Nous devons aussi avoir l'idée que c'est dans l'Alliance Atlantique, mais sans doute une autre Alliance Atlantique, dès lors que les États-Unis ne sont pas nécessairement toujours dedans. Et puis que savoir comment nous faisons avec la doctrine militaire, et notamment de savoir comment nous assurons nous-mêmes, la France, la sécurité du continent. Et puis enfin, nous aurons aussi à répondre par les ripostes commerciales, environnementales, à ce que les États-Unis vont essayer de nous imposer et affirmer une souveraineté énergétique, industrielle. Et là aussi, nous aurons beaucoup à faire sur le plan politique. Et enfin, nous devons faire que la démocratie soit encore notre socle commun, ici en France et en Europe. Mais je vais terminer mon propos pour vous dire combien cette géopolitique redistribue les cartes en France. Et pas simplement en France. Ma première réflexion, c'est que le Trumpisme va être défait par Donald Trump lui-même. C'est-à-dire que l'échec économique qui va être le sien, et qui a commencé d'ailleurs d'apparaître. Parce que quand vous imposez des droits de douane, vous les imposez aux autres, mais vous les imposez aussi à vos propres consommateurs. Quand vous créez plus d'inflation, moins de croissance, moins de commerce, eh bien la première conséquence, c'est qu'il y a à ce moment-là moins de pouvoir d'achat et plus de chômage. Et qu'en plus, et c'est ce qui le touchera le plus, quand Wall Street commence à décrocher, quand les profits de ces grandes entreprises, celles qui l'ont soutenu, commencent à diminuer, quand la spéculation s'empare du dollar, quand les taux d'intérêt montent, eh bien, il voulait rendre l'Amérique plus grande, il va rendre les Américains moins riches ou plus pauvres. Et c'est là-dessus que sa faiblesse va apparaître. Parce que c'est ce qui était dans le contrat. Il y a eu un contrat entre Donald Trump et le peuple américain. L'Amérique plus grande et nous-mêmes plus prospères. Et tant pis pour les autres. Eh bien, d'avoir voulu rétrécir en définitive l'Amérique, de l'avoir réduit même sur le plan politique,
de l'avoir mis en position d'être désaimé par le reste du monde, et en particulier par nous, va affaiblir les États-Unis. Et enfin, l'Europe elle-même va devoir se redéfinir. Il y a aujourd'hui une division au sein de l'Union européenne et qui sera d'autant plus grande que les populistes ou les extrémistes gagneront ou gagneraient des élections. Une partie de l'Europe déjà regarde vers Poutine. Une autre partie de l'Europe regarde vers Donald Trump. Qui veut vraiment faire l'Europe? Nous garderons l'Europe telle qu'elle est. Personne d'ailleurs ne veut sortir de l'Union européenne. Même les extrémistes ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Parce que c'est un cadre qui protège. Parce que malgré tout, il y a des fonds qui permettent à des économies d'être soutenues. Mais si nous voulons faire que l'Europe avance, il faudra la faire à quelques pays au sein de ces 27. C'est ça qui va être la grande idée. Et de ce point de vue, la France, l'Allemagne, c'est toujours le couple à partir duquel l'Europe se bâtit et se construit. Mais il y aura une clarification. On ne peut pas laisser des personnages comme Orban et d'autres empêcher l'Europe d'avancer. On ne peut pas accepter que Mélanie essaye d'être le pont avec Donald Trump quand tout nous conduit à aujourd'hui être dans un rapport de force. Enfin, en France aussi, la clarification va être possible. Et elle joue sur l'ensemble de l'échiquier politique. Est-ce que l'on est pour l'Europe ou on est pour le repli? Je pense que jamais l'idée européenne n'a été aussi forte qu'aujourd'hui. Si nous étions retrouvés il y a quelques années pour parler de l'Europe, nous aurions exprimé nos critiques, elles étaient légitimes, sur la lourdeur de l'Europe, sur le fait qu'elle n'ait pas de moyens financiers, sur le fait qu'elle appelle aux règles de la libre concurrence, le fait qu'elle nous entrave dans un certain nombre de nos choix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ces critiques-là qui sont entendables. Ce n'est pas le trop d'Europe, c'est le manque d'Europe sur un certain nombre de sujets, et notamment la transition écologique, la défense et l'appareil industriel. Donc aujourd'hui, l'idée européenne, elle doit être pour nous, j'entends les socialistes, la social-démocratie, la gauche, enfin la gauche européenne. Elle doit être l'idée que nous défendons, non pas de façon un peu théorique, mais de façon concrète. Les prochaines années seront des années où l'Europe va avancer en mobilisant sans doute des financements qui hier encore étaient inimaginables. Deuxième idée sur laquelle il va y avoir une clarification, c'est l'Alliance Atlantique. Est-ce que nous restons pas dans l'Alliance Atlantique? Mais aujourd'hui, à part la France qui peut se poser cette question, aucun pays européen, aucun, ne veut sortir de l'Alliance Atlantique. Peut-être que les États-Unis, un jour, diront qu'ils n'en sont plus. Mais tant qu'ils y sont, il faudra vivre avec eux. Mais s'ils n'y sont plus, il faudra rester ensemble. Nous avons besoin d'alliances et d'alliances militaires. Ceux qui disent qu'il faut avoir simplement le souci de notre indépendance nationale, tout le monde est pour l'indépendance nationale, mais sans avoir de coopération avec les autres, en fait, ce sont des pacifistes qui ne disent pas leur nom. Enfin, il y a une dernière question, qui est la plus actuelle. Jusqu'à quel point est-on prêt à soutenir l'Ukraine si la négociation entre Donald Trump et Poutine aboutit à l'abandonner? Et si les Ukrainiens, avec Zelensky, refusent le pacte qu'il leur est proposé? Sommes-nous prêts ou pas prêts? Et qui, dans la vie politique française, est prêt à aller plus loin sur le soutien à l'Ukraine? Et de ce point de vue, politiquement, ce que nous représentons ici me paraît être la composante politique la mieux placée pour faire face à ces défis-là. Le Rassemblement national, écoutez, on ne va pas les plaindre. Ils ne le méritent pas d'abord. Mais quand même, quand on est à la fois des anciens amis de Poutine et des nouveaux amis de Trump, c'est une drôle de famille quand même. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir comme seuls amis les dictateurs. Aller chercher des démocrates chez eux, c'est compliqué. Même entre eux, ils doivent avoir du mal. Mais là, ils n'osent plus le dire qu'ils étaient pour Poutine. Mais ils l'ont été. Ils l'ont été au point, vous le savez, vous vous rappelez, quand j'avais
suspendu la livraison des bateaux Mistral, construits à Saint-Nazaire, ils étaient les premiers à dire que j'avais trahi la parole de la France. Ils n'étaient pas les seuls, la droite aussi évoquait ce point de vue, Mélenchon bien sûr, puisque c'était moi. Donc le Rassemblement national, à mesure que ce que je disais du système Trump, à la fois du système intérieur, mais aussi de ce qu'il va nous infliger ici, avec ses droits de douane et son agressivité et son lâchage de démocratie pourtant agressée, à mesure qu'il va y avoir un échec économique patent, pas facile de se situer comme partenaire et ami de Donald Trump. Et sans compter ce que veut faire Poutine, qu'on ne peut pas considérer, même s'il devait y avoir un accord de paix, comme assagi, ou comme s'il avait assouvi sa quête de reconquête. La droite elle-même est obligée de faire un effort de clarification. Mais elle est aussi gênée. Le modèle américain, qui a pu longtemps être une de ses références, j'allais dire le modèle néolibéral. Mais là, il ne s'agit plus de modèle néolibéral, c'est l'État qui est attaqué directement. On s'était moqué de l'Argentin avec sa tronçonneuse. On pensait qu'il avait perdu une part de son esprit, ce qui n'est pas forcément faux. Mais on voit que c'est contagieux. Et que Elon Musk aussi a acheté cet appareil de jardinage. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça révèle quoi ? Ça révèle qu'on ne veut pas s'en prendre simplement à ce que nous aurions comme réglementation ou comme norme, mais à l'État lui-même, à ces scientifiques qui sont licenciés, à ces fonctionnaires de la régulation qui sont mis à la porte. Pas facile pour la droite, même libérale, de prendre ce modèle-là aussi en référence. Enfin, pour la gauche, les questions internationales, et l'intervention de Raphaël allait aussi dans cette direction, les questions internationales, les questions européennes vont être le fondement de toute coalition politique. Nous ne pouvons nous unir que si nous sommes au clair sur ce qu'est l'état du monde et le moyen de pouvoir y répondre. C'est ça l'enjeu. Savoir qu'est-ce que nous partageons avec la gauche, peut-être avec d'autres, mais avec la gauche là-dessus. Et donc, on doit être parfaitement offensif, et nous aurons des alliés là-dessus. Mais il y aura aussi, et vous avez reconnu, qui pourrait être contraire à cette conception-là. Et c'est ça qui nous sépare, ce n'est pas des affaires de personne, ce n'est pas des affaires simplement d'intérêts électoraux, c'est ça qui nous sépare, une conception du monde. Et ça a toujours été vrai, d'ailleurs dans l'histoire de la gauche française. Il y a toujours une gauche qui était européenne, ouverte, capable de faire des compromis et capable aussi de comprendre que l'international, ça voulait dire quelque chose. Puis une autre qui était, dans le meilleur des cas, souverainiste et dans le pire, alignée sur des États qui n'avaient pas forcément une conception élevée de la démocratie. Et donc, ma conclusion, c'est que si nous devons regarder vers 2027, ça peut arriver, je vais vous dire que les élections de 2027, à la différence de toutes celles que l'on a connues jusqu'à présent, vont être essentiellement, ça ne veut pas dire entièrement, sur les questions internationales européennes et de défense, et les questions régaliennes. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, il faille mettre de côté les questions de l'égalité, de l'écologie. Elles font partie de l'équation. Mais nous devons nous inscrire dans une situation du monde qui exige que nous apportions des réponses, nous, la France. Je dis souvent, et ne le dites pas ailleurs, on a de la chance d'être français. Dans combien de pays on peut se dire qu'en votant, on peut déterminer une part du destin de l'Europe et du monde? Dans quel pays peut-on se faire ce jugement? On n'a pas choisi, comme le disait un chanteur, on n'a pas choisi d'être ici, mais il se trouve qu'on est ici et que ça nous donne des responsabilités.
Ce qui signifie qu'il ne faut pas mettre n'importe quel président ou présidente de la République. Surtout quand il y a l'arme nucléaire, chef des armées et l'engagement européen. Il faut bien y réfléchir. Et c'est ce qui nous permettra aussi d'avancer avec fierté vers ce scrutin-là, quel que soit le candidat dès lors ou la candidate, dès lors que nous serons avec cet esprit-là. Je pense aussi que la situation telle que je viens de la décrire, et ça fait référence au débat qui vient d'avoir lieu, change les pratiques institutionnelles. Le quinquennat, j'ai pu en éprouver à la fois les délices et les limites, ça ne dure que 5 ans, mais le quinquennat a eu comme conséquence de centraliser encore davantage et de verticaliser sûrement, et de faire que le président pense qu'il est responsable de tout, ce qui est vrai, et qu'il doit se mêler de tout, ce qui n'est pas nécessaire. Mais aujourd'hui, je pense que, compte tenu de l'enjeu, des enjeux, la pratique institutionnelle va changer, doit changer. Il revient au président, d'ailleurs c'est l'esprit de la Constitution, de fixer les grandes orientations, d'être pleinement impliqué sur la vie internationale et européenne et les questions de défense, et de laisser le gouvernement travailler, et donc le Parlement travailler. Alors avec quel mode de scrutin? Ça fait partie du débat. Mais de toute manière, de changer cette organisation de l'exécutif, qui est d'ailleurs très frustrant, où c'est le président qui ne peut pas aller devant le Parlement, et c'est le Premier ministre qui assume une politique qui n'est pas forcément la sienne. Donc les pratiques institutionnelles vont changer, mais nous-mêmes, nous devons revenir à l'essentiel, et c'est mon dernier mot. Cette réunion, elle prouve, s'il en était besoin, la nécessité de la politique, la volonté de faire de la politique, d'assumer d'être dans un parti politique. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. On pourrait dire que le congrès du Parti socialiste, c'est dérisoire à côté de ce qui se passe dans le monde. Non! Tout congrès politique, tout congrès de parti, c'est important. Ceux qui y sont doivent s'en préoccuper, et ceux qui n'y sont pas doivent s'y intéresser et s'y impliquer, pas forcément tout de suite, mais au moins après. Il faut de grands partis politiques. Face à l'ampleur de la tâche telle qu'on vient de la décrire, il faut des grands partis politiques. Et un grand parti politique. C'est toujours ainsi que la gauche a su non seulement se construire pour présenter une alternative, mais a su aussi gouverner, diriger, présider la France. Et je suis sûr que si nous y parvenons, avec ceux qui sont présents ici et ceux qui sont ailleurs, et qui peuvent encore être plus loin, qui doivent se retrouver dans cette force collective, je suis sûr que nous arriverons, même dans ce monde tumultueux, grave, et avec des personnages qui ne nous inspirent pas confiance, nous redonner espoir. Merci.